en droit du travail, rejoins-moi. Merci d'être là. Je vais également accueillir Patrice Bitton, donc directeur associé de l'agence Étincelle Communication à Montpellier. Je t'en prie, installe-toi avec nous. Donc, deux nouveaux intervenants pour cette deuxième séquence de table ronde concernant le volet juridique et un témoignage entreprise donc sur cette expérience du télétravail et d'une organisation revisitée. Donc, première question donc à Patrice Bitton. Merci d'être présent donc avec nous ce matin. Merci à vous pour m'avoir invité. Donc, peux-tu nous expliquer l'activité de l'agence, combien vous êtes et ce que vous faites? Eh bien, écoutez, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, j'ai le plaisir de co-diriger avec mon associé Stéphane Darmon, donc l'agence Étincelle qui est basée donc à Montpellier, qui est une agence donc de communication et de marketing, qui est née il y a plus de 25 ans ici à Montpellier et qui a pour vocation d'accompagner à la fois les collectivités locales, les PME, les TPE, les startups, les associations également, qui ont le souhait de pouvoir agrandir en tout cas leur audience et de pouvoir améliorer leur image. Donc pour cela, on les accompagne évidemment à la fois sur du conseil stratégique, mais également ça passe évidemment comme toute agence de com qui se respecte par une stratégie également d'image. Ça peut être effectivement du naming, une nouvelle identité visuelle, une stratégie de communication média ou hors média. Et puis évidemment, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, nous les accompagnons dans leur transformation également digitale qui a démarré par le web, puis le web marketing, puis le social media. Et évidemment, on ne cesse également, nous en interne, avec nos équipes, puisqu'on est une douzaine de collaborateurs, de continuer à se former également, puisque le digital va très vite, et pour pouvoir également performer à leur côté. On se définit comme étant une agence très héroïste, où l'image est importante, mais qui doit produire évidemment des effets commerciaux, que ce soit, on en parlait tout à l'heure, Florian en parlait tout à l'heure, que ce soit par le biais de leads ou par le biais évidemment de transformation commerciale. Merci pour cette présentation. Vous avez dû être effectivement très sollicité par vos clients, j'imagine, et peut-être encore plus sur les questions de stratégie, de bonnes stratégies à adopter sur cette année 2020 qui a été très particulière. Vous, en interne, comment avez-vous vécu justement ce premier confinement, puis ce second confinement? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors effectivement, notre intervenant précédent a évidemment dit que ça a été une onde de choc. C'est évidemment, ça a été très rude dès le départ, puisque nous, j'allais dire, dès la veille de la prise de parole du président de la République, on a déjà pris la décision de préparer le télétravail. Donc je me rappelle très bien, c'était déjà dès le vendredi soir et le lundi matin. Donc le week-end a été productif pour réfléchir à ces solutions. Et alors évidemment, une agence de com, on peut se dire, c'est une service aux entreprises, c'est un service auprès des entreprises. Donc on se dit souvent, c'est de la ils créa. travaillent sur ordinateur, le Voilà, télétravail est facile. tout à fait, tout à fait. C'est le premier raisonnement. Mais quand on est au quotidien et quand on le vit au quotidien, on a de cesse de travailler en équipe, de travailler en mode resserré, où les brainstorming sont importants, où les relations sur écran sont importants lorsque le directeur conseil, le chef de projet travaille avec les créatifs ou avec les développeurs également web. Donc pour nous, ça a été un travail tout de suite de mettre en place les outils, notamment le serveur sécurisé à distance pour que nos équipes puissent se connecter. Évidemment, tout l'équipement informatique, que chaque collaborateur puisse récupérer un équipement et tout totalement. Ça en 2 jours et un week-end? En 3 jours, tout à fait. Il a fallu mobiliser à la fois nos partenaires extérieurs, que sont nos responsables techniques également qui travaillent à nos côtés, et puis également la mobilisation des équipes, parce qu'il a fallu tout de suite que les équipes se mettent en situation d'urgence pour que chacun récupère à la fois ses outils de travail, son ordinateur, ses doubles écrans, les accès aux logiciels, également. C'est également les accès au planning qu'on a dû évidemment mettre des plannings partagés pour être tout de suite opérationnels, pour que dès le mardi matin, les équipes puissent poursuivre, même si tout ça a évolué avec le temps, puisque ça a été le cas pour les premières semaines. Ensuite, évidemment, comme toute entreprise, on a vécu évidemment
des moments difficiles également sur le plan du développement commercial, puisque il y a évidemment le travail auprès de certaines collectivités où il a fallu les accompagner, donc qui ont répondu, pour lequel nous avons répondu également présent. Mais les autres acteurs ont pris du temps pour comprendre leur situation, se connecter avec leur expert comptable pour connaître leur situation et pour voir quels peuvent être leurs moyens pour transformer leur activité. Et donc, nous, notre rôle à leur côté, c'est de leur proposer des solutions à la fois à un coût cohérent, avec un délai cohérent pour apporter effectivement une maximisation de leur activité. Très bien. Alors, je vais faire réagir Pauline Cross. Donc, Pauline, merci d'être présente également avec nous ce matin. Donc, avocate au barreau de Montpellier, exerçant donc en droit du travail. Première question, c'est finalement ce télétravail. Est-ce qu'on peut avoir quelques points de repère? Là, il a été mis en œuvre de manière tout à fait bousculée, exceptionnelle dans l'urgence. Quelles sont, je dirais, les obligations collaborateurs, employeurs? Est-ce qu'il est obligatoire ce télétravail comme on l'entend parfois? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dans la presse, on a beaucoup véhiculé cette idée comme quoi le télétravail devenait obligatoire en période de crise sanitaire, que c'était la règle. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être. Je vais te donner le petit bip, voilà, qui me permet de... Voilà, donc on a beaucoup entendu que le télétravail était la nouvelle règle, alors que finalement, cette question de la crise sanitaire, ou en tout cas de la menace d'épidémie, c'était quelque chose qui avait déjà été anticipé dans le Code du travail. Et le Code du travail, lui, prévoit que la mise en œuvre du télétravail, finalement, c'est une mesure qui peut être envisagée pour envisager la continuité d'activité tout en préservant la santé et la sécurité des salariés. Donc finalement, c'est une possibilité. L'obligation, elle résulte du protocole sanitaire. Alors, le Conseil d'État nous a précisé il y a peu que le protocole sanitaire, finalement, c'était un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur en entreprise. Donc, on aurait tendance à penser que la portée du protocole sanitaire, finalement, n'a pas force de loi et n'est qu'un ensemble de recommandations. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, on irait dire à une entreprise ne mettez pas en place le télétravail? Je ne prendrai pas ce risque-là. Je ne prendrai pas ce risque-là parce que finalement, le risque, il est demain. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on est sur une recommandation au sens strict des textes et non pas sur une obligation légale, finalement, si demain, il y a une contamination en entreprise, si on découvre un cluster sur site, le premier réflexe du juge sera de dire est-ce que vous avez mis en œuvre le protocole sanitaire et les recommandations qui étaient celles que l'État vous a données pour protéger vos salariés. Donc, à mon sens, aujourd'hui, pas forcément une obligation légale, mais une obligation pratique que l'employeur peut mettre en œuvre pour les emplois télétravaillables. Et s'il prend cette décision, à mon sens, ça sera également une obligation pour le salarié, puisque ce télétravail exceptionnel, ce télétravail en période de crise, c'est un régime d'exception, un régime qui va venir finalement à l'exception au principe du double volontariat, qui le télétravail régulier, normalement, suppose finalement à la fois l'accord de l'employeur et du salarié. Donc là, à mon sens, ça peut être imposé aux salariés au titre des mesures de sécurité. Si c'est une demande du salarié, eh bien, l'employeur a quand même tout intérêt à pouvoir, s'il envisage un refus, pouvoir être en mesure de démontrer que l'emploi n'est pas télétravaillable, ce qui est possible, hein, tout emploi n'est pas télétravaillable, et de montrer aussi qu'il a pris toutes les mesures sanitaires sur site pour permettre la sécurité du salarié. Alors, je rebondis là-dessus pour laisser un instant Patrice Biton réagir, parce que en préparant ce webinaire, effectivement, vous m'avez fait part de toute l'organisation que vous avez mise en place, justement, qui a pu mûrir au fil du temps entre cette première période puis cette seconde période. Aujourd'hui, quel est l'aménagement, le fonctionnement, l'organisation que vous avez pu mettre en place et les mesures, justement, pour contribuer à cette protection des salariés? Écoutez, avec mon associé, on a pris la décision de ne prendre aucun risque. Donc ça, c'était déjà évidemment aussi bien pour les collaborateurs, mais également aussi pour nos clients, parce qu'il fallait également qu'on soit également présent à leur côté. Donc, pour répondre à votre question, on a mis en place, évidemment, sur la période du premier confinement, un confinement, évidemment, donc un télétravail total. Pendant cette période, on a travaillé, nous, j'allais dire, l'aménagement des bureaux
pour le retour, pour préparer le retour au mois de mai de nos équipes. Donc, de ce fait, on a évidemment travaillé tous les outils liés à l'hygiène, donc les gels hydroalcooliques dans chaque bureau, pour chaque collaborateur, dans chaque espace également, également de passage. Également. Nous avons également évidemment travaillé à la commande de masques pour une prévision de 7 mois, à savoir 2 masques par jour par collaborateur qui étaient fournis également, enfin 3 masques même, puisque au départ également de l'entreprise, donc un pour le matin, un pour le midi, et, enfin un pour la journée et un pour lorsqu'il quittait l'entreprise le soir. Donc là également, ça c'était également prévu et pris en charge par l'entreprise. Et puis également, on a également commandé sur mesure des cloisons transparentes qui permettaient effectivement que ce soit sur des bureaux, des salles de réunion, en open space, puisqu'on a une partie d'équipe qui est en open space, où chaque bureau avait une cloison qui permettait d'accueillir une personne en face à face, dans les salles de réunion également. Ce qui fait qu'effectivement, avec un sens de circulation dans l'entreprise, on a également fermé notre espace, ce qu'on appelle chez nous le lounge, qui nous permet d'aller déjeuner souvent en équipe. Donc là, c'est un espace qui a été complètement banni. Donc les repas se faisaient au sein même de leur bureau. Donc chacun amenait son petit repas et puis mangeait devant son écran. Alors c'est à la fois pas très agréable, mais en même temps, ça a été la contrainte qu'on s'était fixée pour éviter un maximum de regroupement. Voilà, donc effectivement, et puis une arrivée également parcellée, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter que les équipes arrivent toutes à la même heure pour faire en sorte qu'il y ait également un décalage au niveau des heures d'arrivée et des heures de départ. Voilà, donc tout cela, alors évidemment, tout n'est pas parfait, sûrement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on estime avoir mis en place un maximum de mesures pour faire en sorte que l'équipe se sente à la fois en sécurité, toujours dans le capital également plaisir de venir travailler, parce qu'après cette période de premier confinement, on avait quand même ce besoin de se retrouver, d'avoir cette émulation également d'équipe, parce qu'on a beau avoir mis en place un groupe WhatsApp pour communiquer, on a nos plannings partagés, on a nos mails évidemment, chacun nos portables, on échangeait quotidiennement, mais c'est vrai que le physique, c'est quand même évidemment, parce qu'on parlait également lors de la préparation de réunion, excusez-moi, je rebondis aussi sur cela, vous me parliez également d'efficacité, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais évidemment que le fait de se retrouver nous permettait d'être beaucoup plus efficient également au quotidien. Mais malgré tout, la sécurité a primé. C'était un élément qui était important. On ne s'est pas posé plus de questions que ça. Donc, on a été voir les entreprises pour nous conseiller, celles qui avaient l'habitude de mettre en place ces mesures. Et donc, aujourd'hui, c'est en place et on l'a évidemment, ça reste pour l'instant de manière pérenne jusqu'au peut-être fin de premier trimestre, on espère, ou fin du premier semestre 2021. Oui, croisons les doigts que ça soit le plus tôt possible. Merci. Effectivement, alors une petite question par rapport aux collaboratrices, parce que je crois que vous avez une équipe exclusivement ou quasi exclusivement féminine. Tout à fait. Comment ont-elles réagi justement sur ce retour au confinement? Quelles mesures, quelle organisation avez-vous décidé? Est-ce que ça a été collégial? Est-ce que vous avez proposé une certaine organisation? Voilà, comment, pour le deuxième, pour le deuxième, tout à fait. Alors, on est une petite équipe, donc forcément, on essaie d'être le plus collaboratif possible. Malgré tout, on est aussi chef d'entreprise, donc il y a d'abord une prise de conscience qu'on doit déjà avoir avec mon associé. Donc ça, c'était les premiers éléments. Donc déjà, nous, tomber d'accord déjà entre nous. Et ensuite, évidemment, proposer tout de suite nos réflexions où évidemment, l'équipe a tout de suite compris qu'on était là pour apporter une certaine efficacité. Et donc, on leur a proposé un mix. Alors, c'était très intéressant votre propos. C'est que, pour notre part, on a estimé que notre travail était en mesure d'être également géré en télétravail, mais on a proposé, nous, un mix aux collaborateurs, parce qu'on avait besoin quand même, malgré tout, de les voir sur des sujets très précis. Donc, on a proposé un mix, donc c'est-à-dire on a fait, on va dire globalement, 2 jours en télétravail et 3 jours en entreprise. Donc, le mardi et le vendredi en télétravail et les autres jours de la semaine au bureau avec un aménagement des heures d'arrivée et de départ et puis en conservant toutes les mesures sanitaires. Et on a proposé cette solution-là
pour une raison très simple, c'est que nous avons des mères de famille, évidemment, donc il y a des contextes toujours particuliers, il faut aussi faire attention à cela. Et évidemment, chaque collaborateur nous a dit, ben, le mercredi, nous, on peut s'organiser avec mes parents, mes beaux-parents, voilà, pour garder les enfants. Et puis, on a proposé que le vendredi soit en télétravail. C'est toujours plus agréable en début de week-end de finir assez tôt en fin de journée pour pouvoir gagner du temps de trajet également, effectivement, pour être plus efficace également auprès d'eux. Donc, ça a été, il y a eu une adhésion totale, même pas eu besoin d'échanger très, très longtemps. Voilà, c'est toujours un plaisir de se dire que le collaboratif peut amener également des solutions et une bonne communication en interne, ça passe souvent mieux. Voilà. Très bien, donc ça s'est fait finalement assez de manière partagée, hein, on va dire, et facilement. Pauline, peut-être un mot sur effectivement l'adhésion au télétravail lorsqu'on passe d'un télétravail exceptionnel en réaction à des mesures exceptionnelles, justement sanitaires, à une forme plus récurrente de travail, finalement une forme de travail comme une autre. Quelles sont les choses à respecter? Alors, effectivement, donc passé l'état de sidération de cette mise en place de ce premier télétravail un petit peu dans l'urgence, il a fallu de toute façon, mais je pense que ça a été très bien montré par l'aspect pratique et la mise en œuvre pratique qu'on vient de voir. Il a fallu organiser ce télétravail et c'est ce qui aujourd'hui aussi va nous pousser, je pense, dans le télétravail de demain, si on ne l'a pas mis en place par accord collectif, par charte, etc., de penser cette organisation par un dialogue social ou à minima par une charte quand on n'a pas les interlocuteurs pour un accord collectif, et quand bien même, j'y reviendrai, on peut parfaitement conclure un accord aujourd'hui dans tout type de structure. Donc effectivement, ce télétravail, dans le cas de la crise sanitaire, c'est un télétravail qui a pu être mis en place selon les règles, finalement sans formalisme. Même on pouvait l'envisager sans concertation avec le CSE, puisque c'est une mesure d'urgence et que le CSE, à mon sens, pouvait être informé dans un second temps de cette mesure-là, quand bien même ça rentre pleinement dans le cadre de ses compétences. Mais il est vrai que, et c'est le sens de l'ANI qui a été adopté le 26 novembre dernier, hein, et il est vrai qu'aujourd'hui, on envisage beaucoup plus de dialogue social sur cette thématique-là pour prévoir le télétravail de demain. Donc, l'organiser, moi, je pense que ça nécessite quand même d'encadrer tout ce qui est aspect disponibilité, contrôle le temps de travail. Je pense que ça, c'est véritablement un petit peu la grosse problématique qu'on peut rencontrer quand on a mis en place le télétravail dans l'urgence et que finalement, on n'avait pas anticipé cette problématique-là. Pourquoi ? Alors, parce que en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le télétravail n'est qu'une organisation d'un travail qui est déjà en place en entreprise, c'est qu'une autre façon de l'exercer. Donc, il faut avoir à l'esprit que toutes les règles du contrat de travail vont continuer à s'appliquer. Le temps de travail, le temps minimal de repos. Donc ça, c'est finalement, je change juste la façon d'exercer le travail que j'ai déjà contractualisé avec le salarié. Et à ce sujet, la grosse difficulté va être de se dire que en entreprise, j'ai la possibilité de contrôler, tandis que je vais laisser de l'autonomie à des salariés qui ne sont pas forcément au forfait jour et qui n'ont pas cette autonomie-là. Donc, la question, c'est les dispositifs de contrôle. Comment on va contrôler le temps de travail de ces salariés? La CNIL a été interrogée à ce sujet le 12 novembre dernier parce que c'est véritablement une problématique qui se pose aujourd'hui. Et la CNIL a rappelé ce qu'on ne peut pas faire. Alors, ce qu'on ne peut pas faire, c'est le contrôle permanent. Pas de webcam branchée en permanence, pas d'audio branché en permanence non plus, pas de partage d'écran permanent ni de keylogger, donc des dispositifs qui permettent de contrôler en permanence la frappe du salarié sur son clavier. Et pas de dispositif qui nécessite de pointer toutes les 3 minutes, par exemple, pour montrer qu'on est là. Maintenant qu'on sait ce qu'on ne peut pas faire, il faut aussi s'interroger sur ce qu'on peut faire. Le dispositif de contrôle, le Code du travail, il nous dit que toute restriction à la liberté du salarié, elle doit être proportionnée à la nature de la tâche à accomplir et au but recherché. Donc, je dois avoir un dispositif de contrôle
proportionnée. Moi, ce que je conseille peut-être aux entreprises qui ont cette problématique-là, alors ce n'est pas la problématique de toutes les entreprises, parce qu'on voit que quand on est sur un mode concerté, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir un contrôle très encadré, mais on peut avoir un système d'autodéclaration finalement du temps de travail, avec un rappel que les heures supplémentaires… Peut-être, Patrice, pouvez-vous nous dire ce que vous avez mis en place, justement? Tout à fait. Alors c'est vraiment intéressant d'entendre la théorie juridique et ensuite sa mise en place. En ce qui nous concerne, alors ce n'était pas forcément lié au télétravail, c'est que nous travaillons nous avec un outil, qui est un outil CRM dédié aux agences de communication et de marketing, qui en fait permet tout simplement j'allais dire, de visionner le temps par projet. Donc par principe, en fait, chaque collaborateur est censé remplir effectivement le temps qu'il a consacré à ce projet-là, que ce soit sur le plan de la direction artistique, sur le plan du graphisme, sur le plan de l'administratif, sur le plan de la gestion de projet, sur le plan voilà. Donc toutes les fonctions sont remplies au sein de cet outil et ensuite à la fin ça nous permet effectivement d'avoir à la fois une mesure de comptabilité entre guillemets analytique de ce projet-là. Est-ce que finalement on l'a vendu X? Est-ce que finalement avec tant d'heures, ça correspond au temps passé? Et donc finalement, on l'a aussi utilisé comme étant un outil qui nous permet également de voir le temps passé du collaborateur de manière hebdomadaire. Parce que ça nous permet également de comprendre également le temps passé pour chaque collaborateur. Alors, tout cela, évidemment, avec un préalable important, c'est que il y a j'allais dire, le facteur confiance. C'est-à-dire que, évidemment, le distanciel est là. On organise tous les lundis matins, nous avons notre réunion planning qui permet de balayer la semaine. Donc, on définit le planning de chacun. Et donc, évidemment, on travaille sur ce capital confiance. Alors, on sait par expérience le temps que prend chaque mission et chaque fonction de chaque collaborateur. Donc, on part du principe que si le travail est fait, on part du principe que le temps est passé. Alors, évidemment, on essaie de travailler aussi en transparence. Une collaboratrice qui me dit, moi, à 17h, j'ai ma fille qui rentre de l'école. Je n'ai pas travaillé pendant une demi-heure, le temps de l'accueillir. Et puis, je me suis remis au travail la demi-heure que je n'ai pas passée entre 17 et 17h30, je l'ai passée un petit peu plus tard ou le lendemain matin, j'ai commencé un petit peu plus tôt. L'idée, c'est d'être intelligent et de travailler cette notion un peu de souplesse également pour que ce soit une stratégie finalement gagnant-gagnant, à la fois pour le collaborateur ou la collaboratrice, mais également pour l'entreprise et surtout pour la satisfaction du client, que ça ne vienne pas pénaliser le projet. Donc, on va dire qu'il faut qu'il y ait ce fameux triptyque, c'est-à-dire cette confiance, les outils, et puis tout cela avec l'humain qui fait en sorte qu'il a cette prise de conscience que le travail doit être finalement fait, y compris dans cette période un peu trouble. Donc, on essaie de garder finalement ce triptyque gagnant. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a été évidemment gagnant sur la période parce que quand on est en télétravail, et vous parliez de contrôle, mais après, il y a également cette notion d'efficacité. Je donnais l'exemple à Véronique lorsqu'on a échangé pour préparer notre rencontre. C'est que peut-être une micro-réunion qui prend un quart d'heure sur écran au bureau, parce qu'on doit valider une créa ou qu'on doit faire des modifs ou je suis avec mon équipe web ou digitale, eh bien, elle prend peut-être 1h30 parce que finalement, je dois préparer, appeler l'équipe qui doit se rendre dispo. Mais à ce moment-là, quand je l'appelle, elle est au téléphone, donc elle ne peut pas me répondre. Donc la réunion est décalée, donc je dois rappeler les autres intervenants pour leur dire c'est décalé d'une demi-heure. Et donc finalement, on est un petit peu dans cette notion où de temps en temps, alors les outils sont là, évidemment, les outils digitaux sont au top. Florian en parlait tout à l'heure, il y a des outils gratuits et puis des outils moins gratuits, mais qui permettent d'être dans cette efficacité-là. Mais c'est vrai que ça nous a pris un peu de temps pour être dans cette, j'allais dire, normalisation de l'activité en télétravail et dans la rentabilité également de ce que l'on produit. Donc, il a fallu payer pour voir, il a fallu payer pour apprendre, ce qui est normal dans toute période un peu trouble où tout n'est pas parfait dès le départ. Et je pense aux entreprises qui, malheureusement, elles, n'ont pas pu travailler du tout. Donc,
je reste, entre guillemets, raison gardée en me disant, finalement, on a pu travailler, y compris pour notre quotidien, pour notre cerveau, c'est-à-dire d'être en application en mode confinement, il faut quand même s'occuper. Et le fait d'avoir pu travailler, c'est quand même un élément important. Et donc, le retour des collaboratrices, il a été de même, c'est de dire, on a bossé, c'était pas évident. Et il faut aussi se motiver quand on est chez soi. Mais quelque part, l'émulation d'équipe, on a pu la maintenir. Et c'était ça le plus important. Vous avez pu garder la stimulation finalement et la cohésion intacte. En préparant justement cette rencontre, il y a un élément qui me semblait intéressant aussi à porter connaissance, c'est les difficultés de début pour trouver un temps commun en fait pour les réunions collectives justement. Ça a demandé un peu de temps, de réflexion pour prendre les contraintes des uns, les demandes des autres et trouver des moments adéquats. Tout à fait. Vous parliez d'outils tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pléthore aujourd'hui d'outils gratuits, payants. Donc là, déjà, il faut faire les bons choix pour les outils collaboratifs. Alors nous, bon, moi, je vous en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai mis en place déjà tout de suite. C'était quelque chose d'assez simple. Je n'ai pas réinventé l'eau chaude. C'est déjà un groupe WhatsApp vraiment, on va dire, solide qui permettait de réunir avec un code de communication entre nous. C'est-à-dire que dans le groupe également, pour comprendre ce qui était de l'ordre de l'urgent ou ce qui était de l'ordre de l'informatif. Alors, sans dévoiler tous vos trucs et astuces, c'était quoi ce code C'est simplement, il y a des émotis qui sont, avant de démarrer une petite discussion ou un échange, on avait un émoti qui signalait globalement ce qui était de l'ordre de l'informatif et ce qui était de l'ordre de l'urgence. Donc, il y avait les petites bombes qui pouvaient servir d'urgence et puis de l'informatif qui était simplement un petit picto qui pouvait le signaler. Mais ensuite, on a grâce à un de nos partenaires, on a fait le choix d'une solution. Je ne sais pas si on peut citer des marques. Oui, allez-y. On n'a pas d'action. Bon. Non, mais nous, on a pris un outil qui se nomme Starleaf, voilà, qui nous a permis de mettre en place à la fois nos réunions en interne, en visio. Alors, c'est vrai que là aussi, j'aurais peut-être aimé avoir l'avis de Maître, c'est que est-ce qu'on peut imposer la visio? Mais ça, peut-être vous me le direz tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on essaie de se forcer à faire nos réunions en visio parce que ça permettait quand même de donner cette notion de, voilà, on est ensemble, on se voit, on se parle, on a l'impression qu'on est à côté quelque part. C'est vrai que cette notion on va dire de réunion uniquement par téléphone, moi, je ne les trouvais pas efficaces. Moi, quelque part, je ne peux pas toucher le collaborateur, entre guillemets toucher, c'est-à-dire qu'on est souvent très, très unis, souvent réunis ensemble. Et là, nous, on a souhaité avec Starleaf d'avoir cet outil avec cette visio et qui nous permettait d'avoir des réunions à la fois pour nos clients. Donc, ce que j'allais vous demander, c'est une question que l'on a du chat. C'est finalement comment les clients se sont-ils adaptés à cette souplesse un peu forcée et à ces contacts peut-être plus longs pour certains dossiers, hein. Vous avez fait part du délai qui était finalement allongé du fait de l'éloignement. Et puis, on les contraint eux aussi à se mettre dans un mode de communication qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude d'avoir. Je crois que vous m'aviez indiqué d'ailleurs que vous étiez plutôt dans une notion de proximité hein, avec vos clients. Donc, comment eux aussi ont-ils réagi ou comment se sont-ils adaptés? Parce qu'il y a eu voilà, un peu de réticence. Mais alors, moi, je suis toujours, j'allais dire, agréablement surpris par l'être humain et je suis fondamentalement, effectivement, essayer d'être dans cette notion-là. Et cette période, paradoxalement, elle a permis de resserrer les liens avec les clients malgré tout. Parce que lorsqu'on est sur une période trouble et qu'on sait qu'on peut compter à la fois sur nos clients qui nous font confiance à ce moment-là, et on sait que d'un point de vue de trésorerie, c'est pas simple. Donc nous, on se doit d'être en total, encore plus disponible finalement qu'à la période habituelle, parce qu'ils font énormément d'efforts, beaucoup de sacrifices. Pour certains, ils sortent leur propre carnet de chèques, donc c'est quand même leur argent et ils investissent pour se dire il faut que je maintienne mon activité, qu'est-ce que vous me proposez? Et puis ils sont dans une confiance énorme également. Et donc finalement, cette distanciation, elle a permis de resserrer les liens. Et finalement, elle s'est mise en place assez vite avec nos clients. J'ai trouvé qu'eux-mêmes s'étaient aussi rapidement impliqués, appliqués dans les outils également. Alors souvent, il y en a certains qu'on a nous-mêmes accompagnés. C'est nous-mêmes qui les avons
guidés sur ces outils-là, mais finalement qui nous ont permis après d'être à l'écoute, productifs, en échange permanent. Et finalement, c'est plutôt agréable. Alors, il y a toujours, hein, comme vous le disiez lors de la préparation de la réunion, tout est perfectible. Je pense que si on devait avoir encore un autre confinement, je pense que les choses se feraient avec beaucoup plus d'anticipation, de professionnalisme. Mais on a quand même vécu quelque chose d'exceptionnel. Et pour cela, je voulais remercier évidemment tous nos clients. Et puis, je profite également, je leur ai souvent dit, mais aussi les collaborateurs, collaboratrices, pour leur implication à ce moment-là. Voilà. Merci. Je vous laisse poursuivre, Pauline, par rapport effectivement au sujet du télétravail, de cette fameuse obligation ou des recommandations. On est plutôt sur le champ de l'obligation de santé et de sécurité finalement. Oui, on est sur le champ de l'obligation de santé et sécurité, mais à plus d'un titre finalement. D'une part, par rapport à ce risque sanitaire qui s'est imposé à l'employeur et qui a contraint à cette mesure de télétravail pour protéger la santé du salarié. Mais finalement, cette question de santé-sécurité, elle est constante en matière de télétravail, déjà parce que le fait que le travailleur travaille, mais finalement, le télétravail, quand même, il faut le rappeler, ce n'est pas que le travail à domicile, ça peut être finalement le travail dans un espace partagé, dans un espace de coworking, c'est simplement le travail hors des locaux de l'entreprise. Là, il s'est matérialisé uniquement au domicile dans le cadre de la crise sanitaire. Mais cette question, elle est constante en matière de télétravail parce que ça va poser beaucoup de questions. Notamment, on parlait tout à l'heure du contrôle du temps de travail. Le contrôle du temps de travail, c'est à la fois quelque chose qui concerne le pouvoir de direction de l'employeur, puisque c'est contrôler la bonne exécution du contrat de travail, mais aussi c'est contrôler la charge de travail, contrôler finalement le fait de savoir si le télétravailleur il ne souffre pas de cette situation de travail à domicile. Alors, on voit qu'effectivement, dans le télétravail, on a une porosité importante entre le monde personnel et le monde professionnel. Finalement, comment fait-on pour dire que sur une journée de 7 ou 8 heures qui sont censées être télétravaillées, on n'en a pas fait peut-être 10 parce que on n'a pas eu le temps de trajet. On a vu d'ailleurs sur les études que finalement, le télétravail avait permis de gagner 48 minutes de travail supplémentaires par jour. Et en rapport au temps de trajet qui est, lui, de 50 minutes, on voit qu'il y a une bascule qui est faite. Comment on s'assure effectivement que notre salarié n'est pas en usure, n'est pas finalement en difficulté, seul de l'autre côté chez lui, et qu'on respecte bien ce fameux temps de travail et cette sécurité pour notre salarié. Alors, la question, elle est liée effectivement à ce système de contrôle de temps, parce que déjà, le contrôle du temps de travail peut être un premier curseur d'alerte, c'est-à-dire que tout en rappelant au salarié, je parle du salarié qui est à 35 heures, finalement, qui n'était pas au forfait jour, où lui, il a une durée de travail à respecter. Déjà, si on est sur un système déclaratif ou si on est sur un système de logiciel de pointage, on peut être alerté finalement par des heures supplémentaires qui n'auraient pas été commandées par l'employeur. On sait qu'en TPE, c'est très compliqué, on ne va pas avoir ces outils-là. Donc, de manière pratique, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos chefs d'entreprise sur des petites structures où finalement on n'a pas ces outils malheureusement ou peu souvent? Alors, ce que je conseillerais, c'est peut-être de renforcer, mais c'est dans finalement la continuité de ce qui a été présenté, de renforcer peut-être le reporting ou en tout cas les échanges avec les collaborateurs pour pouvoir mesurer finalement si la charge de travail elle est absorbée d'une manière normale par rapport à ce qui normalement est effectué en entreprise ou s'il y a une difficulté. Mettre aussi en place un système d'alerte, c'est-à-dire que si jamais il y a une difficulté particulière, savoir qu'on peut contacter le manager pour exposer une difficulté particulière par rapport à la charge de travail ou à l'isolement, lutter finalement contre cet isolement. On verra ça tout à l'heure, effectivement, avec Philippe Contasso de l'ARACT qui nous donnera des bonnes pratiques. Mais si je reprends le sujet sous l'angle juridique, en effet, on voit qu'à nouveau, on est tenu par une obligation de moyens, finalement. C'est trouver le moyen adapté, proportionné
à notre structure pour mesurer la charge, trouver des systèmes d'alerte et maintenir le dialogue. C'est bien ça? Alors oui, l'obligation de santé-sécurité, c'est quand même une obligation de moyens renforcée plus, puisque Le résultat. la jurisprudence nous disait jusqu'à il y a peu de temps que c'était sans discussion une obligation de résultat et qu'aujourd'hui, on peut s'en exonérer que si on a montré qu'on avait mis en place toutes les mesures de prévention, formation, etc. Je ne vais pas dérouler tout le sens de cette jurisprudence, mais qui nous montre finalement qu'on doit prendre des mesures. La difficulté, c'est que comme on est en télétravail, on a quand même une obligation de santé-sécurité qui est analysée un petit peu différemment. Et ça, c'est l'ANI qui le rappelle du 26 novembre 2020, qui rappelle quand même que on est sur un maintien de l'obligation de santé-sécurité, mais avec cette idée, cette perspective que finalement, on n'a pas complètement le contrôle de ce qui se passe au domicile du salarié. Donc, on a peu de recul sur cette question parce que je pense que finalement, tout ce qui sera contentieux, éventuellement, tous les arrêts qui pourront émaner de la jurisprudence, on les aura plus tard. On n'a pas vraiment de recul, mais je pense qu'il y aura quand même une lecture peut-être un peu adaptée. En tout cas, c'est le sens de ce qu'ont pu acter les partenaires sociaux il y a peu. Si je peux me permettre, Véronique, c'est que moi, je pense que une des clés également, alors évidemment, le juridique, à ce moment-là, il prime, mais une des clés importantes, c'est la communication interne. Alors, je ne veux pas, c'est pas l'agence de com qui parle, mais c'est l'employeur, le chef d'entreprise. C'est qu'à ce moment-là, il y a quand même des faisceaux. Il peut y avoir des faisceaux d'un collaborateur quand il nous parle, sur des moments où on peut être un peu plus down, des moments où on peut être un peu Vous plus avez up. senti comme ça des coups de mou de collaborateurs? Évidemment, quand on parle également de motivation à se mettre au travail également, quand on peut également parler également de l'accès à l'internet, c'est-à-dire quand on a une connexion qui est pas super, donc on sent que le collaborateur il se sent un petit peu démuni des fois, et c'est vrai que nous toutes les réponses on peut pas forcément les apporter non plus, si ce n'est qu'il puisse se dire, et Madame en parlait tout à l'heure, c'est, que ce soit le manager ou le chef d'entreprise ou autre, c'est de pouvoir en parler et de se dire, je ne me bride pas sur cette info. Parce que effectivement, après, ça peut faire l'objet j'allais dire, d'une cocotte minute qui bout et qui continue à bouer pendant quelques semaines et qui, au bout d'un moment, va péter un plomb parce qu'elle va dire, on m'a pas compris, on m'a pas entendu, on n'a pas vu que j'étais pas dans une bonne situation. Alors, moi, c'est assez facile, je suis dans une TPE. Évidemment, une PME d'une centaine de salariés, j'en accompagne beaucoup, et pour certaines en communication de crise, en interne également. Il y a des outils qui permettent de garder le contact avec les collaborateurs, sans être dans du voyeurisme, hein, évidemment, ni de webcam, mais de se sentir quand même impliqué dans un groupe. Moi, je pense que ça, c'est important. De garder le lien, voilà. Je pense que sur des moments même un peu informels, c'est-à-dire qu'il faut garder ces moments aussi informels, pas que des moments de travail, parce que... Alors justement, est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous avez mis en place pour garder un esprit convivial, en fait, parce que... c'est tout simple, il y a des moments d'anniversaire, on les conserve, on peut séparer aussi le Starleaf qui est le pro avec un Zoom qui devient plus convivial. Donc finalement, quand on fait un Zoom, on sait que là, on lâche prise et on est un peu sur d'autres sphères. Donc on peut s'exprimer sur d'autres sujets un peu plus légers, voilà, pour garder un peu cette notion-là également j'allais dire, de cette petite famille un peu qui se réunit. Mais quand on est dans une PME, il y a des coms internes, ça veut dire qu'il faut continuer à donner l'actualité de l'entreprise, continuer à donner une valeur un peu des résultats, une motivation et se dire que mon travail finalement paye et j'arrive à conserver finalement ce lien j'allais dire, presque filial avec le collaborateur qui permet de lui conserver cette motivation. Alors, c'est pas simple, il y a toujours du dosage, il y a, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, une mauvaise nouvelle qui tombe, voilà, à la fois sur le plan commercial ou sur le plan opérationnel. Voilà, je pense que sur ces moments-là, l'informel est important. Je reste convaincu que l'informel est important parce que pour l'avoir vécu, je sais que remonter un peu le moral sur des moments un peu difficiles, pour autant que le chef d'entreprise ait également le moral. Ça aussi, c'est un élément important aussi.
Oui, simplement aussi peut-être pour rebondir sur quelques points juridiques, sur ce maintien aussi de l'obligation santé-sécurité. Je pense qu'il y a aussi, donc sur la communication informelle, c'est essentiel, mais il y a quelques points juridiques qu'on peut rappeler. C'est effectivement donc informer le salarié du temps minimal de repos par jour pour éviter les débordements, en tout cas, dans le cadre du temps de travail à domicile, du temps de télétravail. Donc, rappeler les 11 heures minimales de repos entre 2 journées de travail. Rappeler aussi que si on met en place le télétravail de manière durable et plus pérenne, finalement, après la crise, que l'obligation en cas de télétravail, c'est mettre en place un entretien annuel avec le salarié pour finalement mesurer l'impact que le télétravail a sur son activité. Ça, c'est une obligation légale. Et aussi prévenir donc de tous ces risques santé-sécurité qu'on a vus liés à l'isolement, liés au fait de travailler de chez soi, souvent avec une porosité avec la vie personnelle, mais aussi liés finalement à la prévention des troubles musculo-squelettiques, à l'ergonomie finalement du poste de travail, au droit à la déconnexion, à rappeler finalement ces éléments légaux et minimaux pour mieux prévenir le risque vis-à-vis du salarié. Alors, je profite d'un petit instant pour vous poser quelques questions du chat et du public qui sont intéressantes. Donc, une des questions donc, était effectivement de savoir si on peut obliger la visio ou pas. Est-ce que l'on peut, au niveau juridique et assurance, savoir qui est responsable du matériel en fait à la maison? Et puis là-dessus, ce serait intéressant aussi de parler du nouveau barème de l'URSSAF qui parle des forfaits que l'on peut donner en contrepartie de l'utilisation matérielle. Et je vous poserai ensuite une troisième question. Donc, première question, c'est effectivement la visio. Est-ce qu'on oblige? Vous avez finalement répondu un peu tout à l'heure. Alors, la visio, c'est finalement une intrusion quand même qui est un peu importante dans la vie privée d'un salarié, puisqu'on va imposer une visio alors même qu'il est à son domicile et qu'effectivement, il pourrait être en mesure de refuser. À mon sens, la visioconférence, en tout cas le fait de brancher la caméra, c'est quelque chose qui ne peut pas nécessairement être imposé. C'est quelque chose qui peut être impulsé dans un objectif de convivialité, d'interactivité, etc. Mais s'il y a un refus du salarié, à partir du moment où la réunion, elle peut se tenir en audio, il n'y a pas une impossibilité matérielle de la tenir en audio. La visio, elle ne peut pas être imposée au sens strict du terme, sous réserve d'une sanction disciplinaire, j'entends. Voilà. Et pourtant, on se voit quand on a rendez-vous en réunion en physique. Donc, oui, mais parce que étrange. C'est finalement cette contrepartie dont on parlait tout à l'heure, qui fait que toute restriction au droit et à la vie personnelle du salarié, toute atteinte à la vie personnelle du salarié, doit être proportionnée au but recherché. Est-ce que je peux faire ma réunion webcam coupée? Oui, je peux. Il y a une possibilité matérielle. Donc, est-ce que légalement, j'ai une obligation de brancher la caméra? À mon sens, non, puisque je n'ai pas, c'est pas une nécessité par rapport à l'objectif poursuivi. Après, je suis d'accord en termes managériels, c'est beaucoup plus agréable de tous se voir. Mais légalement, ça ne me semble pas. Merci pour cette réponse, effectivement. C'est le nom, je réagissais parce que je réfléchis, je me dis, est-ce que dans le temps, on aura la même chose pour un salarié à qui on lui dira tu n'as pas d'obligation de venir à l'entreprise pour travailler. Tu peux travailler de chez toi. Ah ben voilà. Ça, c'est toute l'organisation finalement du télétravail. Mais je parle juridiquement. Je parle de juridiquement. Est-ce que demain, on pourra, ça sera intéressant d'un point de vue évolutif de la société. On voit bien que la société évolue avec le temps, dans son mode de transport, dans son mode de vie, dans son mode, j'allais dire également de parcours personnel. C'est qu'effectivement, et ça c'est souvent un sujet que j'ai en discussion avec mon associé, c'est qu'on se dit, est-ce que demain on pourra se dire, mon travail, s'il est télétravaillable, entre guillemets, est-ce que le salarié pourra se dire, eh bien, j'ai le choix de travailler de chez moi et on ne pourra pas m'imposer de venir travailler au sein même de l'entreprise?
Alors, tant qu'on est dans le cadre de la crise sanitaire, on est dans le régime exceptionnel à mon sens, ce fameux régime où si le salarié le demande alors que l'employeur ne l'a pas mis en place, l'employeur doit être en mesure de démontrer ce qu'on disait tout à l'heure, emploi non télétravaillable et mesures de sécurité respectées. Pour le télétravail de demain, finalement, le télétravail qui est déjà encadré par le Code du travail, c'est le télétravail sur le principe du double volontariat, c'est-à-dire que c'est à la fois un choix et de l'employeur et du salarié que je vais encadrer par accord collectif, par charte, avec des conditions. À mon sens, l'enjeu de demain, dans le cadre de cet encadrement du télétravail plus durable, c'est de prévoir le volume de jours de télétravail pour justement, c'est ce qui a été quand même difficile dans le cas de la crise sanitaire, c'est de passer d'un curseur de 0 à 100% de télétravail, donc de prévoir le volume de télétravail, les catégories de salariés éligibles pour pouvoir bien encadrer le télétravail de demain. C'était simplement le parallèle que je faisais par rapport à la webcam. Quand vous disiez, il n'y a pas d'obligation à ce qui branche sa webcam. Donc je me dis, est-ce que demain, on il n'aura pas refera un d'obligation de webinaire venir pour traiter de ce sujet peut-être. Dernier sujet, effectivement, les frais par rapport à... Alors, par rapport à ce qui est matériel, pour répondre à la question qui a été posée, au niveau du matériel, et c'est aussi lié à cette question du télétravail dans l'urgence. On a pu finalement pas imposer justement, mais demander aux salariés de pouvoir utiliser son propre matériel parce qu'on n'était pas encore équipé pour déployer le télétravail d'une manière normale. Donc, l'utilisation du matériel par le salarié, c'est sous réserve de son accord, quand bien même on est en période de crise. Ensuite, par rapport à l'obligation d'entretien, d'adaptation du matériel, d'assurance, à mon sens, toute cette obligation, elle est à la charge de l'employeur. Entretien, adaptation, assurance du matériel. Ce qu'on va demander aux salariés, c'est simplement l'obligation de bien entretenir, de prendre soin du matériel qui lui est confié. Après, entretien, adaptation, assurance imputable à l'employeur. L'assurance du domicile, parce que ça peut être une question aussi. Normalement, l'assurance du domicile prévoit le cas du télétravail et on peut demander un justificatif d'assurance aux salariés. Si jamais il y a un surcoût pour le télétravail, à la charge de l'employeur également. Par rapport au barème, effectivement, donc les limites d'exonération, il faut se référer finalement au barème de l'URSSAF par rapport à cette question, par rapport aux limites d'exonération sur les frais. Alors, deux possibilités de rembourser les frais. Ça, c'est pas encadré par le Code du travail, mais finalement, tout frais impliqué par une activité professionnelle doit être remboursé par l'employeur. Soit je fais une prise en charge sur facture, et donc finalement, c'est intégralement exonéré puisque j'ai la facture qui justifie de la dépense faite à titre professionnel. Soit je fais une allocation forfaitaire par poste, et là, je me réfère au barème de l'URSSAF. L'URSSAF a même communiqué aussi le fait de dire qu'on peut envisager une allocation forfaitaire par jour de télétravail. C'est une communication qui a été faite en décembre 2019, qui ne me semble pas obsolète, mais on avait une communication qui avait été faite sur le site de l'URSSAF qui disait que par jour de télétravail par semaine, on pouvait mettre une allocation forfaitaire de remboursement de frais sans justificatif et qui était exonérée. C'est 10 € par jour de télétravail par semaine. Donc finalement, si je fais du télétravail à 100%, une allocation forfaitaire de remboursement de frais à hauteur de 50 € serait exonérée de charges sociales du point de vue de la communication de l'URSSAF. Merci pour effectivement cet éclairage tout à fait intéressant. Une dernière question et nous passerons ensuite au volet suivant, donc RH et managérial. La question, c'est faut-il organiser une vigilance RH renforcée pour pouvoir faciliter la parole de l'État d'être et selon le nombre d'employés nommer une vigilance récurrente? Alors, la question n'est pas tout à fait explicite. Et quelqu'un qui donc note « Je serais intéressé pour avoir un exemple de document de suivi des heures de travail facile à mettre en place dans une TPE ». Alors peut-être nous aborderons cette question sur le volet suivant, sur la vigilance RH renforcée, un mot, mais c'est vraiment ce que l'on a dit tout à l'heure finalement. Oui, c'est mesurer finalement, avoir conscience que le télétravail ne reste finalement qu'un mode d'organisation, que l'encadrement RH doit rester proportionné finalement pour ne pas
porter atteinte à la vie personnelle du salarié et à ses droits. Et donc, pour la vigilance RH renforcée, moi, je serais plus mesurée. Je pense que justement, on est sur un encadrement RH qui est plus mesuré, puisqu'on laisse plus d'autonomie aux salariés, tout en rappelant le cadre temps de travail qui lui est déjà confié dans le cadre du contrat de travail. Moi, je pense qu'il faut penser aux plages de disponibilité, par exemple, à encadrer en cas d'accord et de charte quand on mettra en place le télétravail de demain, mais aussi par voie informative quand on va mettre en place le télétravail dans l'urgence. Penser aux plages horaires de disponibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon travailleur, mon collaborateur, il a 7 heures par jour à effectuer, mais je vais demander que de 10 heures à midi, de 14 heures à 16 heures, il soit joignable. Donc, je crée une plage horaire de disponibilité qui laisse une certaine liberté d'organiser les 7 heures de manière un peu plus libre que s'il était en entreprise, mais avec une contrainte d'être joignable sur une plage horaire. Ça, c'est une piste à envisager. Parfait. Vous parlez de charte et d'accord d'entreprise. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'il y a derrière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot notamment de la charte? Je suis une TPE. Je veux mettre en place cette charte pour effectivement négocier, en tout cas discuter de cette plage de disponibilité, par exemple, du nombre de jours possibles à télétravailler, des modes d'organisation durant ces périodes-là. Comment je m'y prends? Alors, pour finalement la négociation, alors déjà, il faut avoir en tête que la primauté, c'est l'accord collectif. Donc, la primauté, c'est le dialogue social via l'accord collectif. Et je rappelle que depuis les ordonnances Macron, la possibilité de négocier un accord collectif, elle est possible dans toutes circonstances, quel que soit l'effectif, que j'ai un CSE ou pas. Je peux proposer un accord collectif à laisser à l'approbation de la majorité des 2/3 des salariés, même quand j'ai moins de 11 salariés. Donc, j'ai cette possibilité-là. Sinon, je peux mettre en place par voie de charte après consultation du CSE. Alors, j'étais en train de reprendre mes petits papiers parce que j'ai la liste des clauses obligatoires. Parfait. Très rapidement, mais parce qu'il y a un socle légal pour tout ce qui est justement accord collectif ou charte. La charte, ça sera un document plus un document d'intention qui sera rédigé unilatéralement par l'employeur, mais avec la consultation du CSE. Et donc, on va prévoir les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour, parce qu'il faut avoir en tête que le télétravail normal, c'est une organisation qui est toujours réversible. C'est un travail hors des locaux, mais qui peut aussi être fait dans les locaux, donc avec une réversibilité. Avec les modalités d'acceptation des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle et de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires et les modalités d'accès des travailleurs handicapés. Ça, c'est le socle légal, mais c'est qu'un socle minimal. Dans le cadre d'un accord collectif ou d'une charte, il va falloir prévoir quoi? Le droit à la déconnexion, la prévention de la santé-sécurité au domicile avec l'ergonomie du poste, les problématiques liées aux écrans. On va prévoir aussi les catégories, le volume des jours, ça c'est des pistes. Le droit à la formation, le rappel de l'entretien annuel, tout ce cadre, tout ce canevas, on le rappelle dans la charte pour qu'il y ait un véritable mode d'emploi du télétravail régulier. Voilà. Parfait, ben, ça me fait un bel enchaînement avec la séquence suivante. Merci Patrice Bitton d'avoir partagé avec nous vos bonnes pratiques et votre expérience. Merci pour votre accueil. Ravi. Également, merci Pauline Cross pour votre intervention et vos conseils. C'était très clair. Merci à tous les deux. Je vais sans plus attendre donc accueillir Philippe Pontasso de l'ARACT Occitanie, que je remercie d'être présent avec nous également ce matin. Donc, je t'en prie, prends place avec nous. Donc, dernier volet pour traiter de ce télétravail et de cette organisation, donc à mettre en place ces bonnes pratiques, ces facteurs. Donc, effectivement, j'ai envie de te poser la question, finalement, quels sont les facteurs clés pour un travail efficace et à la fois un travail qui se fasse dans des conditions de protection maximale? Alors, oui, on m'entend, donc merci pour l'invitation. Alors peut-être avant de répondre, je veux bien faire un détour, c'est-à-dire juste préciser d'où je parle.
en termes d'ARACT Occitanie. L'ARACT Occitanie, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On a plusieurs particularités. La première, c'est d'être une structure paritaire, c'est-à-dire gérée par les partenaires sociaux.